Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 22 mars et voici les titres. Après de longs débats, le gouvernement a finalement tranché sur le nouveau système d'étiquetage qui permettra aux consommateurs de repérer en un clin d'œil les produits les plus sains. C'est le logo Nutri-Score qui a été retenu, un système de code couleur simplifié que l'entreprise Fleury-Michon est en train d'intégrer sur ses emballages. C'est la semaine de l'industrie, un secteur qui embauche, notamment dans la métallurgie. 100 000 recrutements sont prévus par an jusqu'en 2025. Mais problème, les patrons ont du mal à trouver des candidats. Alors pour changer l'image de ces métiers, les entreprises ouvrent leurs portes toute cette semaine. Le zoo de Mervan compte 2 nouveaux pensionnaires, 2 pandarous. Ils sont arrivés ce mardi. Nous avons assisté à leur premier pas à la découverte de leur nouvel habitat. Mais on ouvre ce journal avec tout d'abord un mot sur l'actualité internationale. Ce mercredi, Londres a été frappé par un attentat. Plusieurs victimes sont à déplorer. Le quartier du Parlement a été bouclé. Quant à l'assaillant présumé, il aurait été touché par balle. À l'heure où nous enregistrons cette édition, il n'y a pas encore eu de déclaration officielle et l'on ignore s'il s'agit encore d'un acte terroriste. Nutri-Score, je vous le disais en titre, c'est le nom du nouveau système d'étiquetage qui a été retenu par le gouvernement. Il découle de la loi de modernisation de notre système de santé adoptée en janvier 2016. Désormais, les industriels sont invités à mieux informer le consommateur sur les qualités nutritionnelles de leurs produits grâce à un système de notation et de couleurs simplifiées. Ce logo n'est pas obligatoire, mais l'entreprise vendéenne Fleury-Michon a décidé de l'intégrer sur ses emballages. Les explications de Samuel Grasset. Voilà à quoi ressembleront sans doute demain les emballages des plats cuisinés. Dans quelques mois, une étiquette nutritionnelle devrait faire son apparition avec un système de lettres colorées. On a ce qu'on appelle des algorithmes, c'est des systèmes de calcul qui vont d'un côté additionner tous les nutriments positifs, les protéines, les légumes, les légumineuses, les fruits par exemple. Et de l'autre côté, on va additionner les nutriments négatifs à éviter, que sont par exemple le sel, le matière grasse ou trop de kilocalories. Et quand on reprend ces 2 chiffres, ça vous donne une note de A à E. Un A vert pour un produit aux bonnes qualités nutritionnelles, un E rouge pour un produit moins bon pour la santé. Ce nouveau système de notation vise à aider les consommateurs à s'y repérer. Fleury-Michon s'est engagé à l'adopter. Tous les emballages vont donc être revus. On va refaire en fait tous nos calculs pour pouvoir mettre en ligne dans un premier temps sur notre site internet la traduction colorielle. Et ensuite, on va dire courant du dernier trimestre de l'année 2017, les consommateurs verront apparaître ce code coloriel sur les emballages. Le coût pour Fleury-Michon, 1 million d'euros. Un effort que le groupe vendéen est prêt à faire. Il est sûr que la totalité de ses plats cuisinés sera notée entre A et C. Ce système-là, en fait, il va quand même nous aider à progresser, puisque si on considère que nos produits ne sont pas suffisamment satisfaisants en termes de nutrition, on peut continuer de les travailler sur, par exemple, la réduction de sel, sur l'absence d'huile de palme ou la matière grasse, pour en fait proposer un produit nutritionnel plus adéquat et du coup le faire changer de couleur. Pour le moment, peu d'industriels ont pris position sur ce nouvel étiquetage. Fleury-Michon espère qu'elle ne sera pas la seule à l'appliquer. L'entreprise vendéenne appelle même à aller plus loin en notant également la présence des additifs et des OGM. Au chapitre politique, Yannick Moreau ne se représentera pas aux législatives en juin prochain. Le député de la Vendée littorale ne souhaite en effet pas briguer un second mandat. Annonce faite ce mardi. Il préfère se consacrer à ses nouvelles fonctions de président de l'agglomération des Sables-d'Olonne, à laquelle il a été nommé à la suite de la fusion. Une décision qu'il a dû prendre en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Ils étaient 29 au départ pour 18 finalement à l'arrivée. C'est le bilan de la 8e édition du Vendée Globe. Un bilan que le président du département a présenté officiellement ce mardi. Cette édition aura donc été celle de tous les records.
Parmi eux, la fréquentation, 2 250 000 visiteurs, c'est 25% de plus qu'en 2012-2013. Et puis évidemment sur le plan sportif, record à l'Équateur, record au Cap de Bonne-Espérance, au Cap Horn, au Cap Lewin et bien entendu le record de la course pour Armel Lecléache en un peu plus de 74 jours, soit 4 jours de moins que l'ancien temps de référence. Et puis ce bilan a été également l'occasion de revenir sur les règles qui régissent la course, après certaines critiques émises sur l'amateurisme de certains skippers. Écoutez la réponse du président du département. Je suis organisateur d'une course, j'assume parfaitement le règlement tel qu'il est fait aujourd'hui. Et je crois que les uns et les autres qui ont pu concourir cette année, avec leurs talents respectifs, ils ont leur place. Et on voit bien que dans le panorama général du Vendée Globe et de l'ensemble des gens qui participent à nos différentes manifestations de départ et d'arrivée, le cœur bat autant pour le skipper chevronné qui a gagné, ou qui est de second, 6e, 7e, mais il a aussi battu pour le 18e. Et c'est peut-être ça la force du Vendée Globe. Et à noter que la remise officielle des prix aura lieu le 13 mai prochain aux Atlantes. Elle sera suivie d'un défilé des skippers et d'un feu d'artifice sur le front de mer. Au chapitre économie, c'est la semaine de l'industrie et plus particulièrement en Vendée de la métallurgie. Dans le département, il représente 20 000 emplois. C'est le premier secteur économique industriel et il recrute. Mais le problème, c'est que les chefs d'entreprise ne trouvent pas d'employés qualifiés. Le secteur pâtit en effet d'une mauvaise réputation. Alors pour y remédier, durant une semaine, les entreprises de la métallurgie ouvrent leurs portes. Exemple aux Achards dans l'usine de Daniel Leroy qui peine à recruter. Pierre Dalicieux. Parmi ces visiteurs, certains pourraient bien un jour faire partie de cette entreprise de métallurgie. Cet homme en reconversion professionnelle découvre complètement ce milieu et a l'air plutôt séduit. Au premier abord, oui, ça m'intéresse assez. Ouais. Je découvre, je ne connaissais pas et c'est vrai que c'est impressionnant la manière dont ça fonctionne. Le directeur de cette usine a l'habitude depuis quelque temps d'organiser ce type de visite nécessaire pour se faire connaître. Car si le chômage en France est élevé, le nombre de postes à pourvoir dans la métallurgie l'est aussi. Cette entreprise, par exemple, cherche à embaucher en vain 6 salariés tout de suite et 2 ou 3 par an pour les 4 ou 5 années à venir. Ce chef d'entreprise ne cesse de le répéter. Les métiers de la métallurgie ont évolué, mais souffrent encore d'une image négative. On reste sur des clichés, sur le côté propreté, sur le côté peut-être danger, etc. Et bon, c'est des métiers qui ont évolué, et donc qui sont complètement différents et qui sont à la portée de tout le monde. Et à la rigueur, on travaille dans des conditions qui sont aussi intéressantes que dans d'autres secteurs, quoi. Chaque année, ces représentantes de groupements d'employeurs et d'agences d'emploi écument les visites d'entreprises à la recherche de postes à pourvoir et conseillent aux personnes qui recherchent un travail de faire de même. Il faut une rencontre, mais aussi, je dirais, une curiosité de la part aussi des personnes qui sont en recherche, de se dire, de pousser les portes des entreprises qui sont à proximité et découvrir les métiers, parce qu'on a une idée générale de l'entreprise, de son activité, mais au cœur même, il faut venir visiter pour découvrir tous ces métiers. En Vendée, le secteur de la métallurgie recrute chaque année environ 700 personnes. S'ajoutent à cela plusieurs dizaines de postes qui ne trouvent pas preneurs. Et puis, autre secteur qui recrute, le numérique, avec le grand plan de déploiement de la fibre optique en Vendée pour ces prochaines années. Les entreprises recherchent de la main-d'œuvre qualifiée. Alors, pour répondre à ces besoins, de nouveaux pôles de formation vont voir le jour. La maison familiale rurale La Bouchère va proposer dès le mois d'avril une formation unique de poseurs de câbles de fibre optique. 12 personnes en contrat de professionnalisation feront partie de ce premier groupe. La MFR prévoit par la suite de mettre en place d'autres types de formations. Plusieurs types de formations. On aura d'abord câbleur, poseur de fibre optique. Donc on est dans une tranchée et puis on y passe des fourreaux et puis on tire la fibre optique. Ensuite on aura un raccordeur puisqu'il faut raccorder cette fibre optique aux différents domiciles, aux prises. Et puis ensuite nous développerons d'autres formations qui consisteront à faire de la maintenance parce qu'une fois qu'on a développé le réseau, eh bien, il faut maintenir le réseau, le maintenir d'un bon niveau, dans un bon état en tout cas.
Et puis toujours au chapitre éducation, le palmarès des lycées a été dévoilé ce mercredi. Il ne s'agit pas d'un classement à proprement parler, mais d'indicateurs de valeur ajoutée. En clair, plusieurs paramètres sont pris en compte, dont le taux de réussite au baccalauréat par lycée et la capacité d'accompagner les élèves jusqu'au bac. En Vendée, concernant les lycées généraux et technologiques, le taux de réussite au bac 2016, le plus élevé, est de 100% au lycée public Édouard Branly, 99% pour les lycées privés Notre-Dame à Fontenay-le-Comte, Sainte-Marie à Chantonnay et Jean 23 aux Herbiers. Voilà donc pour les 4 meilleurs taux de réussite au baccalauréat. Mais cela ne veut pas dire que ces lycées sont plus performants que d'autres, car l'Éducation nationale regarde également si l'établissement ne laisse pas en cours de route des élèves sur le banc de touche. Il s'agit du taux d'accès de la seconde à la terminale, vous le voyez. Et dans ce domaine, c'est le lycée Notre-Dame de Challans qui est en haut du tableau, avec 89% de ses élèves qui vont de la seconde jusqu'au bac, comme l'an passé. Le lycée Saint-Gabriel Saint-Michel de Saint-Laurent-sur-Sèvre est dernier dans ce domaine, avec 67% de ses élèves qui se perdent en cours de route. Et tous les résultats sont à retrouver bien sûr sur le site qui s'affiche en bas de cet écran. On vous en parlait dans une précédente édition, les inscriptions au concours Un des meilleurs ouvriers de France sont ouvertes. Ce concours, qui existe depuis 1924, a lieu tous les 4 ans et il récompense les meilleurs artisans boulangers, cuisiniers, mais aussi chauffagistes ou électriciens. Alors, qu'apporte finalement cette distinction? Est-elle utile professionnellement? Apolline Laurent a rencontré un ancien meilleur ouvrier de France pour savoir ce que ce titre lui avait apporté. Ton pilotage qui est derrière, c'est lequel? C'est le S8. Techniquement, il s'appelle comment? S8. S8. Donc tu l'as ton S8 là, ici? Au BTP CFA de La Roche-sur-Yon, ces travaux pratiques aujourd'hui pour les élèves de brevet professionnel et leur professeur Vincent Drousset. Cet électricien passionné enseigne depuis 22 ans son métier. Et en 2011, il obtient le titre de meilleur ouvrier de France. Une fierté pour lui, mais aussi pour ses élèves. Ça donne envie aussi de faire un peu comme lui. Ça donne une voie à suivre un peu en quelque sorte. Se dire qu'on pourrait nous faire pareil derrière par la suite, ça peut être sympathique, quoi. Un modèle d'excellence qu'il essaye de leur transmettre et qui l'oblige lui aussi à se remettre continuellement en question. J'ai eu cette chance de pouvoir y arriver du premier coup. Et donc maintenant, l'objectif, c'est pas de se dire je suis meilleur ouvrier de France, je suis le plus beau et je suis le meilleur. Loin de là ma pensée, c'est pas du tout ma philosophie. Maintenant, l'idée, c'est de se servir de ce concours et de ce titre pour continuer à transmettre ce savoir-faire et leur permettre aussi de comprendre que l'objectif, c'est toujours de donner le meilleur pour être capable d'abord d'être auto-satisfait de ce que l'on fait. Et bien évidemment, derrière, vos clients le seront. La fin des cours a sonné pour les élèves, mais pour Vincent Drousset, c'est une nouvelle journée qui commence, celle de l'entrepreneur. Avec l'un de ses anciens élèves, il a monté l'entreprise SD Tech, spécialisée dans la domotique et la mise en lumière. Grâce à son titre de MOF et celui de vice-champion d'Europe aux Olympiades des métiers qu'a obtenu son associé, leur entreprise a réussi très rapidement à se faire une place de choix sur le marché. Les 2 titres que l'on a nous permettent justement aussi d'arriver sur des terrains où on n'aurait pas forcément imaginé être. On est venu nous chercher sur des beaux projets et là, c'est les titres qui nous ont permis en général d'y rentrer. Par contre, après, évidemment, ça nous impose d'y être toujours et d'être au niveau et d'y rester et de prouver qu'on en est bien les acquéreurs de ces titres-là. En plus de son entreprise et de ses cours, Vincent Drousset a été sélectionné pour représenter son métier lors de la première exposition des meilleurs ouvriers de France. Il y présentera cette œuvre. Elle sera visible à partir du 30 mai au Musée des Arts et Métiers de Paris. Prenons la direction à présent de Mervan. Le zoo vient d'accueillir 2 nouveaux pensionnaires. Ce mardi, 2 pandarous ont découvert leur nouvel habitat. Un événement toujours important et émouvant pour le personnel du parc zoologique. Le reportage de Cyril Guillet. Bonjour. Après 2 heures passées sur la route, Sébastien Laurent arrive avec ses 2 nouveaux pensionnaires. Une fratrie de magnifiques pandarous venus tout droit de la Palmyre. Un véritable événement pour tous les employés du Nature Zoo de Mervan, présents pour les accueillir. C'est la 20e espèce d'animaux en programme d'élevage européen qui arrive à Mervan. Évidemment, c'est symbolique, mais on s'y attache. Pour nous, c'est important de participer à ces programmes. Ce sont des espèces qui sont très menacées dans la nature.
Aujourd'hui, le panda roux fait partie des espèces les plus menacées au monde. Et même si pour Surat, le tigre de Malaisie, l'arrivée de ces 2 nouveaux locataires n'est pas passée inaperçue, les 2 pandas ont pris connaissance de leur nouvel environnement en douceur. C'est soft, hein, comme un peu prévu, mais on aurait préféré qu'ils partent plus en hauteur pour inspecter l'enclos que de la manière au sol, où là ils visitent parce que c'est vraiment, ça fait partie des très très grands enclos pour des pandas roux. Il faut un petit peu de temps pour s'habituer au nouvel environnement, mais voilà, c'est un schéma habituel et il faut les laisser faire, hein, de toute façon c'est la nature. Le panda roux vit habituellement sur les hauteurs des montagnes chinoises. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 5000 en liberté et à peine 200 en captivité. La venue de ces 2 spécimens à Mervan est un véritable événement et pour les accueillir comme il se doit, un enclos a été spécialement aménagé pour eux. Ces animaux qui vivent dehors toute l'année, donc il n'y a aucun souci, ils sont habitués, ils sont équipés grand froid. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait un enclos qui est très ombragé pour l'été. Ils vont pouvoir avoir accès à des grands arbres et être parmi la végétation. Et dans les mois qui viennent, un 3e congénère va venir compléter ce duo. Comme souvent dans les nouveaux programmes d'élevage, on démarre en situation de non-reproduction. Donc soit une paire de sœurs, une triplette de sœurs, ou là, comme c'est le cas, 3 jeunes mâles, et qui évolueront, je pense, gentiment pendant 2-3 ans. Et ensuite, le programme d'élevage décidera d'en enlever 2, d'en garder un, qui sera choisi par sa génétique, pour pouvoir lancer la reproduction avec une femelle plus tard. À ce jour, ces 2 petites boules de poils n'ont toujours pas de nom. À vous de leur en trouver un et de le proposer sur la page Facebook du Nature Zoo de Mervan. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo. Ce jeudi, pas de changement. Le soleil ne sera pas de la partie. La pluie continuera de tomber. Les températures sont loin d'être printanières. 2 à 7 degrés le matin et il fera 10 degrés au maximum de la journée. Dans un instant, Fanny Poirier vous détaille bien sûr ses prévisions. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à demain pour un nouveau journal.